Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers abonnés de ma page Facebook et autres invités qui viennent de se joindre à moi, la tradition voudrait que pour la nouvelle année, le premier jour de l'an 2019, je vous souhaite bonne année. C'est un souhait, c'est un vœu. Mais beaucoup de dirigeants font parfois croire à leur population que l'année qui commence sera toujours meilleure que celle qui vient de s'achever. Or, de ces espérances chimériques, de ces rêves illusoires, au soir du 31 décembre, on refait toujours des bilans macabres, des bilans qui sont toujours dérisoires et qui nous redonnent un éternel espoir. J'aime bien l'espoir, mais en même temps, il faudrait un certain niveau de sincérité, de vérité au peuple africain par rapport aux messages qui leur sont délivrés par leurs dirigeants qui, chaque fois, utilisent le même refrain de cet espoir qui devrait naître, de cet espoir et surtout de cette émergence qui tomberait du ciel comme le petit Papa Noël et du développement qu'ils vont devoir vivre. J'ai écouté avec beaucoup d'attention la quasi-totalité des messages délivrés par les chefs d'État africains. Je ne pourrais pas résumer ou bien revenir en long et en large sur tous les messages, mais incontestablement, le cœur de l'Afrique, les regards et tous les flashs étaient dirigés vers le Gabon, où certainement l'événement de l'année, c'était la prise de parole de Ali Bongo étant peut-être au Maroc. Comme vous, j'ai aussi regardé la télé. J'ai regardé ces cinémas, voire ces cinémas macabres. J'ai vu le chef d'État gabonais pratiquement transformé en jouet. Le chef d'État gabonais mimant des gestes comme un robot activé. Le chef d'État gabonais avec des mandibules serrées, voire rouées. Le chef d'État gabonais avec une voix sinusoïdale comme un ancien tourne-disque des temps lointains qui, à une certaine période, lorsque les piles sont en train de finir, faiblit par du 45 tours au 33 tours jusqu'à s'éteindre. J'ai vu un chef d'État gabonais époumoné, transformé en légumes. Et j'ai eu beaucoup de peine parce qu'on ne peut pas se moquer de quelqu'un qui est malade. Mais en même temps, on doit interpeller un dirigeant qui est malade. A-t-il les capacités physiques, morales, intellectuelles de continuer à diriger le Gabon? Au regard des éléments, au regard de ce que j'ai pu constater et demander les avis d'autres spécialistes, M. Ali Bongo ne mérite plus de continuer à diriger le Gabon de là où il se trouve actuellement. C'est incroyable qu'on puisse venir avec Ali Bongo dans cet état, l'infantiliser, faire qu'il puisse venir faire une récitation telle
un chapelet de punition devant les téléspectateurs qui coulent des larmes parce que voyant un homme dépassé, épuisé et qui ne peut plus tenir un discours de plus de 3 minutes. Voilà le record d'un discours de fin d'année qui se termine comme un concert d'opéra macabre où à peine commencé, l'acteur s'écroule et disparaît, tiré le rideau, la face est jouée. La situation d'Omar Bongo me rappelle, malheureusement, dans le même pays, la situation du chef d'État gabonais de l'époque qui s'appelait Léomba. Léomba, comme Omar Bongo, a eu à quitter le Gabon en août 1966 pour venir se faire hospitaliser ici à Paris, à l'hôpital Claude Bernard. Les autorités gabonaises et françaises avaient laissé entendre au peuple gabonais que Léomba était tout simplement un peu fatigué, un peu malade. Or, il souffrait d'un cancer généralisé qui était en phase terminale. Mais le théâtre est allé encore beaucoup plus loin, puisque on a fait que Léomba, qui n'avait plus les capacités de pouvoir diriger un pays, qu'il puisse se faire associer à Omar Bongo, qu'on voulait placer comme chef d'État par substitution. Et bien sûr que Léomba, qui n'avait même pas la force de se lever ou de signer un décret, avait finalement fait une alliance avec Omar Bongo, organisé de façon anticipée les élections générales en mars 1967, alors que les élections étaient prévues en 1968. Et immédiatement, un chef d'État qui est couché à l'hôpital, qui n'a pas fait de campagne, qui est reconduit et qui prête serment, étant transporté sur un brancard. On l'amène dans une ambulance. Il va dans l'ambassade du Gabon à Paris. Et c'est là il fait semblant de prêter serment. Et en même temps, il nomme Omar Bongo vice-président. Quelque temps après, Léomba meurt. Et Omar Bongo, par cette acrobatie, devient président. Pendant 41 ans, Omar Bongo a régné d'une main de fer au Gabon, avec la complicité de la France qu'il a installée. Ayant des problèmes de maladie, Omar Bongo, lui également, il quitte le Gabon en 2009. Il va à Barcelone. Et qu'est-ce que la présidence dit? Et le Quai d'Orsay de France, tous nous chantent à l'unisson que Omar Bongo a juste eu un problème de légère fatigue et qu'il est parti un peu faire un bilan de santé. De ce bilan de santé à Barcelone, la situation a évolué. On nous a dit Omar Bongo était parti se reposer parce qu'il venait de perdre sa femme, Edith, la fille de Sassou Nguesso, et que cela l'a marqué, raison pour laquelle il s'est provisoirement retiré. Quelque temps après, les journaux commencent à annoncer la mort d'Omar Bongo. La présidence du Gabon dément. Le Quai d'Orsay dément. On nous fait comprendre que Omar Bongo se porte bien, qu'il a vu les membres du gouvernement, qu'il préside des conseils des ministres, qu'il mange bien, qu'il va même en boîte de nuit, qu'il s'amuse super bien, qu'il signe des décrets. Quand on interpelle
le premier ministre de l'époque, parce que l'agence France Presse publie un communiqué que Omar Bongo est mort, le premier ministre vient à la télé dire qu'il n'est pas au courant de cette information et qu'il dément formellement. Omar Bongo se porte très bien. Sauf que 2 jours après, c'est à travers les journaux européens qu'on avait la confirmation de la mort d'Omar Bongo, mort au pouvoir, comme Léon Mba. Et aujourd'hui, on nous présente Ali Bongo. Depuis le 24 octobre, il a quitté le Gabon. Et on nous a fait comprendre qu'il se retrouvait en Arabie Saoudite pour une fatigue passagère. C'est l'expression qui a été utilisée par les services de communication de la présidence de la République et qui a été récitée en chœur par tous les membres du gouvernement. Quelque temps après, on apprend que c'est une attaque cardiaque. Et jusque-là, les autorités gabonaises ont voulu démentir. Après cela, on entend qu'il y a un transfert vers le Maroc. Il se trouve donc que Ali Bongo, aujourd'hui, comme son père, comme Léon Mba, lui aussi se trouve malade à l'étranger, comme un légume, incapable de diriger. Comme Léon Mba, comme son père, lui aussi a déjà délégué les pouvoirs à un président intérimaire. Le Gabon est donc devenu une affaire familiale où presque mort-vivant peut diriger, peut venir faire un discours et laisser que tout l'entourage puisse se servir. À côté du Gabon, celui qui est le patron du Dombolo, Denis Sassou Nguesso, lui aussi il a tenu le même discours. Le discours d'espoir, comme au Gabon, mais qui annonce le désespoir. Parce que pour les Gabonais, l'année 2019 risque d'être très difficile et très compliquée pour vous. Tout comme pour les Congolais. Denis Sassou Nguesso, cet aigle bicéphale, cet autocrate sanguinaire qui tue son peuple depuis des décennies, a commencé hier par un festin militaire aux alentours de 16 heures. Avec ses militaires, l'ordre était simple et clair. Après cette réception, faire encore que ces militaires puissent assassiner le peuple congolais qui ne connaît que du sang depuis que ce monsieur est arrivé au pouvoir. Et dans son discours, Denis Sassou Nguesso a dit « Je vais combattre la corruption, je vais couper les têtes. » Il a dit « Je vais couper les têtes. » Lui, coupeur de têtes, au sens propre comme au sens figuré. Attendez-vous donc à ce que la situation au Congo se dégrade encore, puisque tous les opposants sont déjà en prison et puisqu'il a déjà assassiné tous ceux qui s'opposent à lui. Et il continue. Quand Sassou Nguesso vient aujourd'hui dire qu'il veut combattre la corruption, mais le Congo repose uniquement entre les mains de sa famille. Qui a installé la corruption au Congo? Quand on voit les procès des biens mal acquis en France, mais ça appartient à la famille Sassou Nguesso. Quand on essaie de regarder tous les membres du gouvernement, mais ses enfants sont ministres. Tous les membres de sa famille sont colonels. Et d'ailleurs,
pas plus tard qu'il y a peut-être 48 heures, il y a quelques heures, il a nommé son neveu pour gérer les impôts. Son beau-fils gère la justice. Sa belle-fille gère tel autre côté, les finances. De l'autre côté, ses copines, puisque lui c'est Don Juan international, sont installées dans tout le pays. Quand il dit donc de combattre la corruption, c'est qui le maître de la corruption au Congo? C'est Sassou Nguesso qui a mis le Congo dans cet état. C'est Sassou Nguesso. Aujourd'hui, il dit à son peuple que la croissance va redécoller. L'économie va redécoller. Parce qu'il ira encore prendre de l'argent auprès du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Mais c'est une honte. Mais Sassou Nguesso, avec l'argent du pétrole, les Congolais devraient vivre comme les populations de l'Arabie Saoudite. Sassou Nguesso, le Congo ne compte que 4,5 millions d'habitants, moins de 5 millions, disons. Comment est-ce qu'un pays qui a des réserves de pétrole de 1,650 milliard de barils et qui a, même lorsque les prix du baril ont chuté, a quand même minimum 2 000 milliards de dollars de revenus de francs pétroliers, que la population soit aussi délaissée, qu'il n'y ait rien, et qu'il dise qu'il va couper les têtes, qu'il coupe donc les têtes aux membres de sa famille, et non aux autres populations qui continuent à mentir depuis très très longtemps. À côté, il y a Touadéra. En République centrafricaine, le pays où Bokassa s'était installé pour dire qu'il était, lui, le Dieu sur terre, empereur. Aujourd'hui, quand on voit ce qu'il a fait de la République centrafricaine, c'est exactement ça que Touadéra est en train de vouloir faire. Maintenant, on est en train de créer une chose pour dire Touadéra et le président fait venir les Russes pour combattre la France. Mais je vous dis, en dehors de Bangui qui est sécurisé, la République centrafricaine est dans une instabilité terrible. Et le pire, c'est que Touadéra devrait être convoqué dans un tribunal international pour des crimes trop graves. Parce que aujourd'hui, on a des preuves que l'armée de Touadéra non seulement commet des meurtres, mais va jusqu'au cannibalisme. On égorge des populations. Et c'est ce monsieur qui dit qu'il veut continuer à diriger la République centrafricaine. Parce qu'en Afrique francophone, et particulièrement centrale, dès qu'on s'installe, on ne parle plus. Déby, je n'en parle même pas. Parce que c'est totalement indébile. Je vais y revenir. Mais en Afrique de l'Ouest, là, il y a quand même quelques exemples de démocratie. La lumière qui devrait inspirer l'Afrique centrale à pouvoir changer. Nous constatons également, malheureusement, que il y a un îlot de dictature qui, comme la famille Bongo, a confisqué le pouvoir au Gabon. La famille Eyadema a confisqué le pouvoir au Togo. Comment peut-on souhaiter les bonnes fêtes de fin d'année à des populations alors qu'on est en train de tuer les mêmes populations? À la première semaine du mois de décembre, Faure Gnassingbé a envoyé son armée assassiner des populations civiles innocentes.
et parmi lesquels, vous vous rendez compte, un enfant de 8 ans a été abattu. Un autre garçon de 16 ans, lycéen, qui avait un avenir devant lui, a été assassiné. Un autre jeune homme de 32 ans, qui était électricien, même pas politicien, il a été froidement abattu. Un autre de 36 ans, qui était père de famille, qui venait d'avoir un petit enfant, il a été non seulement bastonné par l'armée, mais il a été jeté dans le feu. Et malgré tout, parce que ces populations contestaient une seule chose, qu'on ne pouvait pas aller dans l'élection du 20 décembre dans de telles conditions. Mais Faure Gnassingbé, qui est venu au pouvoir en 2005 par effraction, c'est-à-dire après la mort de son père, et qui est là alors que la Constitution de 1992 dit que nul ne peut avoir 2 mandats. Il a violé la Constitution, continue à la violer et continue à s'imposer en tuant, en écrasant les populations. Regardez l'élection qu'il a donc organisée. Pour l'élection du 20 décembre qui vient de se tenir au Togo, 65% d'abstention. Est-ce une élection? Et quand on regarde même ceux qui sont partis voter, 35% de bulletins nuls ou blancs. Mais malgré tout, on va valider cette élection. La CEDEAO, parce que la CEDEAO est complice de ce qui se passe au Togo depuis 50 ans, mais est incapable de dégager, de dire la vérité à un type comme Faure Gnassingbé. Parce que Faure Gnassingbé bénéficie des complicités de gens comme Alpha Condé en Guinée. Alpha Condé, voilà quelqu'un qui a eu à quitter Paris. On nous dit qu'il est professeur agrégé. Et il sait que la manifestation s'inscrit dans la Constitution. C'est un principe de liberté. C'est un droit fondamental reconnu par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Voilà un professeur, un soi-disant professeur agrégé, qui chaque fois que les populations guinéennes se mettent à manifester, il envoie son armée écrasée. Faisons un peu le bilan. Entre le 1er janvier et octobre 2018, Alpha Condé a fait tuer, et lui-même le reconnaît, 18 personnes assassinées en Guinée pour des manifestations. Et parce qu'il veut se maintenir au pouvoir. La constitution guinéenne demande également qu'il n'y ait que 2 mandats. Mais maintenant, Alpha Condé veut un 3e mandat et est en train de vouloir tout fignoler pour rester là. Qu'est-ce que la Guinée a fait pour avoir de tels dirigeants? Le pays de Sékou Touré. Qu'est-ce que la Guinée a fait pour mériter un tel tyran? Chaque fois, c'est des bains de sang. En 2009, un clown était venu. On avait tiré, l'armée guinéenne avait tiré sur les gens, sur les populations, en plein stade. C'était un carnage. 1500 blessés et disparus. Des centaines de morts. On croyait que Alpha Condé, en venant au pouvoir,
allait au moins arrêter ce cycle de sang au niveau de la Guinée. Mais rien du tout. Il continue comme un simple dictateur barbare qui n'a pas été à l'école. Et pourtant, ce type était dans l'opposition. Ce type a dit qu'il venait pour la libération. Tout comme l'autre sanguinaire de la République démocratique du Congo, le fils de Kabila. Ils étaient dans la rébellion. Ils ont dit qu'ils venaient libérer les Congolais. Mais regardez donc ce qui se passe. Il a fallu plusieurs interventions de la communauté internationale. Des milliers de morts au Congo pour que Kabila accepte enfin d'organiser une élection. Regardez. Et cette élection, je vous annonce que ce sera le chaos. Le chaos total en République démocratique du Congo. Je m'explique. Le 31 décembre 2017, dès que les populations ont eu à vouloir manifester, Kabila a tiré. Parce que ces populations revendiquaient une élection. Et il y a eu combien de morts? Sur le carreau, directement, c'était 7. En janvier 2018, donc l'année qui vient de s'achever, vous connaissez encore les manifestations qui se sont tenues là-bas, encore des morts. Et tout au long de l'année, c'est des morts. Ah, vous vous rendez compte, l'élection en République démocratique du Congo s'est tenue le 30 décembre, après avoir été reportée. Non seulement, il a fait que 1092 bureaux de vote disparaissent, que certaines régions ne votent pas, mais au-delà de ça, il place un dauphin. L'ancien ministre de l'Intérieur, un grand criminel, recherché par Interpol, interdit de sortir du pays. C'est lui donc qui, aujourd'hui, est pistonné par Kabila. Alors que on est en train d'organiser l'élection, le jour de l'élection, on n'est même pas encore à midi. Cet individu se lève pour dire, je vous déclare que j'ai déjà gagné l'élection. Et qu'à partir de maintenant, c'est moi le président de la République. Le jour de l'élection, on n'a pas encore fermé, clôturé les votes. Lui-même sort à peine du bureau de vote. On n'est même pas à la mi-journée. Et il s'est déjà déclaré vainqueur. Alors que la Constitution, selon Kabila, qui d'ailleurs avait fait un discours la veille, appelant les candidats à l'élection présidentielle que seule la CENI, c'est-à-dire que la Comité nationale indépendante, était habilitée à donner les résultats, à publier les résultats de vote, in fine, la Cour constitutionnelle. Mais son propre dauphin anticipe et s'autoproclame président. C'est-à-dire que le plan de déstabilisation est déjà là. Parce qu'ils savent que Kabila va mettre un Kabila pour revenir encore avec Kabila. Pourtant, attends, Fayou, on dit, c'est lui qui est de l'opposition, selon les sondages. C'est lui qui, d'ailleurs, lorsqu'on a commencé à dépouiller, le dépouillement, on constate que c'est lui qui est bien placé. C'est lui qui a de l'avantage. Voilà donc un hold-up électoral qui se présente, qui se prépare en République démocratique du Congo et qui va se terminer, puisque ça ne se termine même d'ailleurs jamais, par un bain de sang. Le Congo, un pays qui devrait être le poumon de l'Afrique, un pays qui devrait être l'exemple avec autant de matières premières, autant de richesses. Le Congo est 186e sur 187 pays
sur l'indice de développement humain. Le Congo. Savez-vous que rien que Kinshasa, la capitale du Congo, c'est la plus grande mégalopole francophone. C'est-à-dire que ça dépasse Paris. On parle du nombre de personnes qui y vivent. Et quand on voit ce Congo, avec tout ce qu'il a, parce qu'il a des dirigeants incompétents, des dirigeants assassins, des dirigeants mesquins, comme cette momie qui est aussi au Cameroun. Le Congo a autant de richesses. Comme le Cameroun, pays béni de Dieu. Pays appelé l'Afrique en miniature. Mais qui est géré par un homme qui, depuis 36 ans, est toujours au pouvoir et qui a fait un hold-up électoral. Voilà le président. Un chef d'État qui vient faire un discours de fin d'année à la nation. Paul Biya, porté disparu depuis son élection. Et qui y apparaît, tout frais, tout droit, la momie rebondit du sarcophage. Eh oui, pour vous dire que le Cameroun va battre le record d'avoir le président éternel, puisque à l'allure où vont les choses, Paul Biya va défier Abraham, puisqu'Abraham, il a eu son premier enfant quand même à 99 ans et peut-être est mort vers 175 ans. Il va même défier Adam et Noé, qui ont vécu 850 ans. Ce Paul Biya, après tant de règne, qu'a-t-il donc dit à son peuple camerounais? Une seule chose, qu'il voulait continuer la guerre, qu'il allait neutraliser les anglophones. Un chef d'État. On aurait attendu un message réconciliant, un message apaisant, un message pour appeler toutes les forces vives de la nation à s'asseoir sur une table. Mais il n'y a que le bain de sang. Plus de 700 morts déjà pour la crise anglophone. Et il y en aura plus. Il fait un message à la nation. Et il ne cite même pas la crise qui a éclaté dans le département du Nou. On a vu son ministre de l'administration territoriale, à Tangandji, qui est parti provoquer les Bamoun en allant incendier plus de 80 maisons pour faire croire que c'était seulement le travail des Ambazoniens, c'est-à-dire des anglophones. Comment pouvait-on assassiner des gens dans le département du Nou? Brûler 80 maisons, alors que la plus grande base militaire du Cameroun se trouve où? À 40 km de là, à Koutaba. Et cette armée n'a pas dû intervenir. En fait, parce que Paul Biya avait proclamé avec Atangandji, il faut que les Bamons, qui sont des très bons guerriers, entrent en guerre contre les anglophones. Voilà donc à quoi sert le travail d'un chef d'État. Guerre au nord-ouest, guerre au sud-ouest, guerre à l'extrême nord, guerre à l'est, maintenant guerre à l'ouest. Voilà le bilan d'un président qui dit qu'il veut la paix. Pas un seul mot sur le retrait de la canne qui vient d'être retiré au Cameroun. 3 000 milliards détournés. Et c'est monsieur dit qui prend le peuple camerounais à témoin pour surveiller la continuité des travaux. Dans quel pays au monde a-t-on vu ça?
Et il dit qu'il va continuer à endetter le Cameroun pour que nous puissions décoller. Vous vous rendez compte? Tous les problèmes qu'il y a en Afrique centrale viennent d'abord du Cameroun. Comment est-ce qu'on peut décoller? Comment on peut atteindre l'émergence lorsqu'on fait la guerre? La première chose de l'émergence, il faut d'abord une stabilité, c'est-à-dire que la paix. C'est primordial. On ne peut pas atteindre l'émergence en faisant la guerre. Deuxième des choses, il faut la bonne gouvernance. Ce qui signifie la lutte contre la corruption. Si on se rend compte que Paul Biya lui-même est corrompu, que tous ses ministres sont corrompus, que depuis qu'il s'est autoproclamé une nouvelle fois président, il ne parvient pas à faire un remaniement. Cela veut dire qu'il a toujours protégé ces grands bandits qui sont autour de lui. Dans tout pays normal, ces gens auraient été jetés en prison le lendemain du retrait de la CAN. Mais non, tout continue calmement. Le Cameroun doit continuer sa marche avec Paul Biya. Rien sur le développement. Rien pour la jeunesse. Rien sur la crise alimentaire et du riz qui actuellement sévit au Cameroun. Vous vous rendez compte? Le Cameroun, grenier de l'Afrique, qui nourrissait le Gabon, la Guinée équatoriale, le Tchad, et même plus loin, l'Éthiopie, jusqu'à aider l'Inde. On vous dit aujourd'hui qu'au Cameroun, les gens sont en train de consommer un riz condi en plastique. Et le gouvernement camerounais, la seule réaction, c'est nous allons convoquer les importateurs de ces riz pour une réunion. Dans un pays normal, première des choses, on arrête d'abord la vente du riz. Puis, on passe les examens au laboratoire. Parce qu'il s'agit de la sécurité des personnes, de la population. Mais non, au Cameroun, on continue. Pourquoi? Parce que le riz importé, ce sont les membres du gouvernement. Le riz ou le faux riz de la Chine, c'est à cause de Paul Biya. Je vais vous rappeler une chose. Je disais tout de suite que le Cameroun était le grenier de l'Afrique. En 1975, le président Amadou Ahidjo avait créé une société qu'on appelait la Soderim. C'est-à-dire que c'était pour du riz. Et à partir de là, cette société offrait au Cameroun 80% de riz. Donc il était quasiment impossible de voir un riz venir de l'étranger. Aujourd'hui, 95% du riz du Cameroun vient de l'étranger. Et quand Paul Biya a signé les APE, c'est-à-dire toutes sortes de mauvaises choses, de marchandises périmées, de poissons en plastique, d'huile avec du gasoil, tout ça entre au Cameroun calmement. Et c'est le Cameroun qui empoisonne toute la sous-région. Quand Biya arrive au pouvoir, en 97 donc, Paul Biya décide la fermeture de la Soderim. Il envoie 1500 paysans qui travaillaient dans cette structure au chômage. Faillite, 1,5 milliard.
portait disparu dans les caisses. Ça, c'est Paul Biya. Et il y avait une autre société qu'on appelait la Semerie. Aussi, Paul Biya l'a ferme. Et je vous dis bien que le Cameroun, à l'époque d'Alidio, toutes les denrées alimentaires comprises, c'est-à-dire que vous prenez du riz, vous prenez du poisson, vous prenez les huiles, et tout, c'était maximum 10%. En 99, avec DIA, les importations des denrées alimentaires montent à 20%. Et la FAO commence à dire, attention, parce que la FAO avait déjà même lancé un premier coup d'alerte de famine qui allait frapper le Cameroun, l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest en 1995. Mais les dirigeants africains n'ont pas fait attention. Vous partez de 20%. Et hop, 10 ans plus tard, on se retrouve à combien? À ce qui est déjà hors norme. 20%, 40% et maintenant 95%. Est-ce qu'un pays normal peut importer 95% de ce qu'il consomme? Alors que c'est Paul Biya qui a dit « consommons camerounais ». Même les palmeraies. Aujourd'hui, l'huile de palme est importée. Le poisson en plastique est importé. Puisque ce poisson est mal nourri, mal nutri. Même au Togo, d'ailleurs, on a eu à défendre une certaine fois le tilapia. Mais il y a des choses incroyables qui traversent les douanes camerounaises en toute impunité. Lorsqu'on essaie de regarder le panier de la ménagère pour tous les pays africains, quel Africain mange aujourd'hui à sa faim? Quel Africain mange à sa faim au Gabon, au Congo, au Tchad, en République centrafricaine, au Bénin, au Togo, au Burundi, en Côte d'Ivoire, au Sénégal? C'est une honte. C'est une honte parce que l'Afrique a tout pour nourrir 9 milliards de personnes en 2050. Puisque le continent africain, c'est combien? C'est 30 millions 475 000 kilomètres carrés. Le continent africain est 10 fois plus grand que l'Europe. Mais personne ne meurt de faim en Europe. La nourriture, on jette dans des poubelles. Le continent africain, c'est 10 fois l'Inde. Le continent africain nourrissait l'Inde. Aujourd'hui, l'Inde est autosuffisante alimentaire. Le continent africain, c'est 4 fois les États-Unis. Personne ne meurt de faim aux États-Unis. Le continent africain, c'est 3 fois la Chine. Mais la Chine vient plutôt cultiver son riz en Afrique pour nourrir les Chinois. Quand on parle aujourd'hui de la Chine qui est en train de s'installer en Afrique, qui est en train de prendre l'Afrique, beaucoup disent tant mieux parce qu'ils nous apportent ceci, ils nous apportent cela, contrairement aux Français. Mais je rigole.
Avant de revenir sur la Chine, je reviens donc sur les responsabilités d'abord des dirigeants africains eux-mêmes. Puisque l'Afrique a 60% des terres arables de toute la planète Terre, c'est-à-dire que les terres du continent africain permettent à l'Afrique de se nourrir seule et de nourrir le monde entier. Or, actuellement, il y a combien? On vous dit qu'en 2050, les terres africaines seront capables de nourrir 9 milliards de bouches. Mais en 2019, les terres africaines ne parviennent pas à nourrir. Vous vous rendez compte? 320 millions d'Africains qui sont victimes de famine chronique. Selon la FAO, 45% d'enfants en Afrique centrale meurent de malnutrition. Nous avons les terres. Nous devons faire de l'agriculture. Parce que c'est la terre qui nourrit l'homme. Vous allez dire que les Africains sont faibles. Non. En Europe, c'est l'État et d'autres. On a mécanisé l'agriculture. Il y a les engrais. Il y a ceci. Il y a même des formations. Mais en Afrique, qu'est-ce qu'on a fait? L'agriculture qui occupe 60%, voire 90% dans certains pays, ou 80% de la population, c'est-à-dire que active. Vous connaissez combien les dirigeants africains investissent dans l'agriculture? 4% de leur budget. Les autres, c'est pour leur costume, leur voiture, leur carburant, leur premier bureau, troisième bureau, quatrième bureau, les hôtels. L'agriculture qui doit nourrir les Africains, ils n'y mettent rien. Et pourtant, ces dirigeants africains ont déjà reçu plusieurs dons des organismes internationaux et ont contacté des dettes. Regardez par exemple les accords de Maputo, puis les accords de Cotonou. Dans les accords de Maputo, en 2003, les dirigeants africains, toute l'Union africaine, s'étaient réunis pour dire, à partir de maintenant, nous consacrons 10% de notre budget pour l'agriculture qui doit nourrir nos enfants et qui va aussi créer la main-d'œuvre. Et vous parlez de l'industrialisation, vous ne pouvez pas faire l'industrialisation et vous développer sans pour autant faire que les gens puissent manger. On passe d'abord par la révolution verte. Mais je vous dis jusqu'à présent, il y a à peine 10 États africains qui consacrent 10% de leur budget pour l'agriculture. Et l'agriculture africaine, qui devrait être le leader du monde, ne représente dans la part de marché mondial que 4%. Vous voulez dire que Dieu n'a pas donné les terres à l'Afrique? Si donc, on est incapable de pouvoir orienter même la jeunesse, même dans les programmes scolaires. Les universités africaines, au lieu de copier le modèle de l'Asie de l'Est, au lieu de copier le modèle de la Russie, au lieu de copier le modèle de la Chine, copie seulement des connaissances livresques périmées. Chacun aime entendre que j'ai une licence, j'ai un doctorat, que des diplômes. Mais par la suite, quel est le métier qu'il va faire après? Au Cameroun, c'est Ben Skim. Au Bénin, c'est Zemedjan. Au Togo, c'est l'OEA et partout et tout. C'est incroyable que les mototaxis ou bien le cardbox. Pourquoi? Parce que ces diplômes ne servent à rien. Il aurait fallu que les États africains
viennent à créer les BTS en agriculture, les BTS en pisciculture, c'est-à-dire pour l'élevage des poissons, les BTS même en artisanat, pour qu'on vende nos produits, ou en menuiserie. Mais c'est hallucinant que le peuple africain soit encore dépendant de la nourriture qui vient de la Chine, qui vient de l'Europe. Donc si on a des problèmes avec un pays européen ou la Chine dit on coupe les vivres, tous les Africains meurent. C'est quelle politique? C'est quelle irresponsabilité? De ces accords de Maputo, la FAO avait lancé l'appel. La famine va frapper le continent noir. Et qu'est-ce qui est arrivé? En 2008, il y a eu les émeutes de la faim. Tout juste parce que les Européens et les Chinois avaient augmenté le prix des denrées alimentaires qui venaient en Afrique, voulant contraindre les Africains à baisser les prix de douane. Et hop, quand ça arrivait au panier de la ménagère, le prix de riz avait triplé. Le prix de blé était monté 10 fois plus cher. Et du coup, il y a eu les émeutes de la faim à Douala. Les émeutes de la faim, donc au Cameroun. Les émeutes de la faim, tout comme aussi en Côte d'Ivoire, au Sénégal et dans plusieurs pays africains. Et ne vous en faites pas, ça arrive. Ça revient bientôt. Pourquoi? Parce que je vous ai parlé de ce riz qui est déjà frelaté. Je vous ai parlé de ces huiles qu'on vous envoie, qui sont en fait des choses concoctées dans des laboratoires et qui vont vous donner du cancer. Ce que vous consommez ne porte aucun label, aucune certification, aucun contrôle. C'est du poison que les dirigeants africains vous donnent parce que c'est eux-mêmes qui sont des importateurs. C'est eux-mêmes qui sont derrière ce business. C'est à eux que ça profite. C'est à eux que votre misère, votre mort profite. S'ils ne voulaient pas ça, ils auraient développé des secteurs pour vous nourrir. Je suis quand même surpris. Lorsque j'écoute le discours de Paul Biya, qui dit qu'il va donner instruction au Premier ministre par rapport à l'agriculture et tout et tout. Mais ça, c'est un discours congelé, surgelé, dégivré, réchauffé, périmé, qui sera jeté. Pourquoi? Parce que je devrais vous rappeler que avant les émeutes de la faim, c'était le même Paul Biya avait dit en 2006 que maintenant, il allait prendre le taureau par les cornes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a fait les états d'urgence de l'agriculture et de la consommation ou de la production au Cameroun. Il a désigné le Premier ministre et le vice-premier ministre. Le Premier ministre, c'était Enoni Ephraim. Le vice-premier ministre, c'était Nkwete, Jean Nkwete, qui est actuellement secrétaire général du RDPC. À l'époque, il cumulait deux postes, vice-premier ministre et ministre de l'Agriculture. Le Cameroun avait contacté une dette énormissime. Et on a donné à Jean Nkwete de gérer cette enveloppe pour l'agriculture. C'était 30 milliards. Jean Nkwete, le 26 mars 2006, a déclaré il n'y aura plus jamais la faim au Cameroun. Il n'y aura plus jamais de problème de riz au Cameroun d'ici à 3 ans. Donc, en 2009, puisqu'il le disait en 2006. Et il a dit qu'il allait former, l'État du Cameroun allait former 15 000 Camerounais. Monsieur Jean Nkwete, je dis bien Jean Nkwete, vice-premier ministre, ami personnel de Biya,
D'ailleurs, c'est lui qui a déposé la candidature de Paul Biya pour la nouvelle élection. C'est lui qui fait tout avec Biya. Où sont passés les 15 milliards? Il avait dit qu'il allait relancer la riziculture dans le Gone. Où est ça? Et il avait dit que la première usine allait commencer, le premier champ allait commencer à produire 100 000 tonnes de riz par an. Et puis progressivement, ce sera des millions. Et il avait dit qu'il y aura une usine des champs de plantains, donc de bananes, qui allait produire combien? 1 465 000 tonnes de bananes par an. Où sont ces bananes? Et il avait dit qu'il y aura des champs dont le premier va commencer à produire 400 000 tonnes de pommes de terre. Où sont ces champs? Il avait dit qu'il va former 15 000 jeunes à l'agriculture qui deviendront des ingénieurs. Où sont ces jeunes? 30 milliards. Jean Kouété, l'ami de Paul Biya. Depuis 50 ans, le Cameroun s'endette pour l'agriculture. Tout comme le Togo. Faure Gnassingbé lui dit qu'il a seulement dépensé 1 milliard pour l'agriculture. Il n'a même pas honte de le dire. Et pourtant, il a pris 7 milliards de crédits pour l'agriculture. Donc, regardez. Le cas du Cameroun qui est le grenier de l'Afrique centrale, qui ne parvient pas à nourrir son peuple. Et vous nous dites, quand je parle, vous dites, Rémi Ngono, tu as déjà fait quoi pour le Cameroun? Je suis journaliste. Voilà ce que je fais pour le Cameroun. Voilà ce que je fais pour l'Afrique. Vous avez vu un journaliste aller faire les routes? Citez-moi les noms des journalistes qui ont construit les universités, les écoles. Ce n'est pas le travail des journalistes. C'est le travail de vos dirigeants. Regardez, on vous a cité le nombre de gens qui sont en Afrique et qui fuient. Mais quel dirigeant africain vous a parlé de vos malheurs? Vous connaissez tout ce qu'il y a eu cette année. Vous connaissez combien d'Africains sont morts parce qu'ils fuyaient leur pays, parce qu'ils fuyaient les guerres, parce qu'ils fuyaient les galères, parce qu'ils fuyaient la misère, selon l'Organisation internationale des migrations. Rien que de janvier jusqu'au mois d'octobre 2018, il y a eu 1600 corps de jeunes Africains qui ont été repêchés dans la Méditerranée. Des cadavres, des femmes enceintes, des petits bébés, parce qu'ils fuyaient la misère. En 2018, est-ce que vous savez que on a manifesté parce qu'on a découvert qu'il y avait des esclaves africains en Libye? En 2017, le chef d'État africain était là. Au moment où on rapatriait 22 000 Africains de Libye et d'Europe pour rentrer chez eux. Cette année, jusqu'au mois de septembre, sur les côtes libyennes, parce qu'on a fermé la frontière en Italie, en Espagne, rien qu'en Italie, on a fait rapatrier 9 000 Africains qui avaient déjà traversé la mer pour revenir dans la misère. Pourquoi? Parce que selon l'ONU, 70% de la jeunesse africaine est dans le chômage. Comment donc?
ils doivent vivre. C'est pour ça qu'ils s'enfuient. Et de ce quoi ils sont tués. Il n'y a pas d'espoir. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en 2013, on a répertorié 21 millions d'Africains qui avaient fui leur pays. En 2013, 75 000 médecins et infirmières africains étaient en train d'exercer dans les pays de l'OCDE. C'est-à-dire que c'est une fuite de cerveau. Pendant ce temps, l'Afrique noire, c'est un médecin pour 10 000 habitants. J'ai dit Afrique francophone, hein? Parce que je ne vous parle pas de toute l'Afrique. Je vais vous montrer la différence entre l'Afrique francophone, l'Afrique anglophone ou autre. Qu'est-ce qui nous vaut cette malédiction? Vous voulez dire que c'est une malédiction? Mais je n'en crois pas. Les gens disent souvent ceux qui ne sont pas, ceux qui sont des athées, des agnostiques, disent que depuis que les Africains pleurent, ils prient. Le bon Dieu ne leur donne rien. Ah bon? C'est faux. Certes, Jomo Kenyatta disait, quand les Blancs sont venus en Afrique, ils avaient les terres et nous la Bible. Ils nous ont appris à prier les yeux fermés. Quand nous les avons ouverts, ils avaient les terres et nous la Bible. Non. Mais on peut aussi expliquer. Parce que certaines firmes européennes se sont installées pour prendre les terres parce que nos dirigeants n'ont pas voulu investir dans l'agriculture. Est-ce que vous savez que les dirigeants africains ont déjà vendu 30 millions et demi d'hectares de terre aux étrangers? Vous regardez seulement les Chinois. Ah non? Les premiers, ce sont les Européens, dont le Royaume-Uni. Il y a même des petits pays, la Lituanie, qui vient acheter des terres en Afrique. Le Koweït, le Qatar, même le Venezuela, le Brésil, sont déjà achetés des terres en Afrique. Et d'autres même n'ont pas acheté. Puisque, par exemple, on offre les terres aux Chinois. Regardez Paul Biya, qui dit qu'il veut faire l'agriculture. Mais qu'est-ce qu'il fait? Le premier don, il offre 100 hectares à un Chinois dont on ne connaît ni la société, ni d'Adam, ni d'Ève. 100 hectares. Et les Chinois viennent s'installer au Cameroun. Ils commencent à produire du riz. Ce riz, il nourrit les Chinois parce qu'il est directement exporté. Donc, il va en Chine. Pas au Cameroun. Et curieusement, un autre riz quitte la Chine pour venir au Cameroun. Et on va nous expliquer que le riz qui vient de la Chine là n'a pas un problème. Que ce n'est pas du plastique. Oh, c'est de l'amidon. Et puis l'amidon durcit. Pourquoi est-ce qu'on ne laisse pas que le riz chinois cultivé, le riz camerounais cultivé au Cameroun par les entreprises chinoises soit mangé par des Camerounais? Pourquoi ça part en Chine? Regardez comment on peut vendre des terres. Comme ça là. Et on dit que non, effectivement, c'est parce que nous faisons de la coopération avec la Chine. Mais non. La Chine a trouvé des dirigeants francophones cons. Je vais vous dire, la Chine, en 2016, avait les échanges commerciaux de 200 milliards de dollars avec l'Afrique. Et la Chine annonce qu'elle aura des échanges de 400 milliards de dollars avec l'Afrique.
en 2020. Sauf que, là où la Chine ne vous dit pas, c'est que la Chine ne donne rien à l'Afrique francophone. La Chine va plutôt investir où? Ailleurs. Achète les terres en Afrique, mais investit ailleurs. Je vous prends un exemple. La Chine a commencé son arrivée triomphale dans le marché africain et même international dans d'autres pays, véritablement en 2009. Mais en 2009, les chiffres nous disent que la Chine a investi dans le monde entier 56 milliards de dollars. Mais sur ces 56 milliards de dollars, on vous dit, les 56 milliards, c'était plutôt 71% en Chine. Donc, ils investissent d'abord chez eux. Puis 13% en Amérique du Nord. 6% en Amérique latine. Et puis, combien en Afrique? 2%. Vous dites que les Chinois veulent vous envahir? Non. Les Chinois ne sont même pas aussi nombreux en Afrique. Mais sauf que quand ils s'installent, ils savent ce qu'ils font. Il y a en tout et pour tout 50 millions de Chinois répartis dans le monde. Donc dans la diaspora, on ne compte pas les travailleurs temporaires. Mais vous allez voir qu'ils vivent plus en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique du Sud, où ils n'achètent pas les terres. Ils n'achètent pas des terres aux États-Unis. Ils n'achètent pas les terres en Europe. Ils n'achètent pas des terres ailleurs, mais c'est en Afrique que les Chinois viennent acheter des terres. Et quand ils disent qu'ils investissent, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans des pays anglophones. Le premier endroit où les Chinois investissent, c'est le Nigeria, c'est l'Afrique du Sud, puis le Ghana, puis le Kenya. À quelques exceptions près, vous avez des pays comme l'Angola. Et les Chinois offrent en retour à ces pays des vraies infrastructures. Parce que les Chinois respectent ces pays. Regardez seulement au Nigeria. Les Chinois ont construit 1400 km de rails. Ils construisent des TGV. Pendant ce temps, quel pays d'Afrique centrale, dans quel pays d'Afrique centrale les Chinois ont construit un TGV ou les rails? Non. Macky Sall, au lieu de demander aux Chinois, venez me construire un TGV, il va en France prendre un TER. Et le TER, qui normalement devrait coûter maximum 200 milliards, Macky Sall vient donner 586 milliards. Il vient en France pour acheter les lampadaires, 50 000 lampadaires, à 57 milliards. 57 milliards, 68 millions. Un lampadaire à plus d'1 million, Macky Sall. Donc même la coopération avec la Chine, on ne sait pas le faire. On préfère dire que la Chine va nous construire un stade de football. Qu'est-ce que le stade de football sert à quoi? Au développement d'un pays. Donc vous voyez que les Chinois, ils investissent ailleurs. En Afrique francophone, rien. Regardez ce qu'ils ont fait au Ghana. Mais au Ghana, ou bien en Éthiopie. Mais on leur a dit au Ghana, au lieu de venir toujours avec vos marchandises, vous allez
installer vos entreprises ici pour que ces entreprises produisent et payent les taxes et en même temps puissent permettre à la population de bénéficier des emplois. Regardez par exemple la structure qu'on appelle Yuan, qui est installée par exemple au Ghana. Mais cette entreprise, quand elle s'installe au Ghana, c'est 30 000 Ghanéens qu'elle emploie. C'est 2 milliards de dollars qu'elle investit. Qu'est-ce que les Chinois font au Cameroun? Qu'est-ce que les Chinois font au Gabon? Qu'est-ce que les Chinois font au Congo, en RDC? Qu'est-ce que les Chinois font en dehors de ces folies que nous avons actuellement? De ces chaussures qui se déshabillent dès que vous vous mettez à danser, le coupé décalé. De ces pantalons qui se déchirent dès que vous voulez vous courber. De ces chinoiseries qui ne durent pas. Parce que les Africains sont des dormeurs. Des Africains francophones sont des idiots, des nigauds, des trigots, des oiseaux, des zéros qui vivent dans le zoo. Il est inadmissible que des gens qui puissent dire, qui réfléchissent, ne se soucient pas de l'avenir de leurs enfants. Je disais tantôt, la Chine vient d'être pauvre. La Chine a fait quel miracle pour se développer? Qu'est-ce que la Chine a que l'Afrique n'a pas? C'est l'Afrique qui a tout. Comme tout de suite je disais, ceux qui disent que oh, vous priez Dieu et Dieu n'a rien donné à l'Afrique. Dieu a tout donné à l'Afrique. L'Afrique, c'est le paradis sur terre. Rendez-vous compte, le continent africain compte 95% des réserves mondiales d'uranium. Cet uranium-là est utilisé pour donner l'électricité en France. Pendant 7 ans, 621 millions d'Africains sont privés d'électricité. Le premier jour de l'an, au Cameroun, il y avait coupure d'électricité du matin jusqu'à midi. Le 31, il y avait coupure d'électricité de 8h à 15h. Et pourtant, on n'a même pas besoin de ces barrages et comme ça, puisque l'Afrique peut utiliser le solaire, les plaques photovoltaïques et tout, puisque Dieu a donné même le soleil à l'Afrique. De telle sorte que le continent africain a 7 kWh par mètre carré de solaire. C'est déjà une bénédiction. On peut utiliser sur la géothermie ou sur la pluviométrie puisqu'on a des fleuves. Mais on vous fait comprendre que nous qui avons toute l'eau du monde, la moitié de la population africaine est privée d'eau potable. Le continent africain, c'est 90% des réserves mondiales de cobalt. 90% des réserves mondiales de chrome. Le continent africain, c'est 76% des réserves mondiales de manganèse. Le continent africain, c'est 73% des réserves mondiales de diamants. Le diamant qu'on vous dit là, c'est en Afrique. Le continent africain, c'est 60% des réserves mondiales d'aluminium.
avec lequel on fabrique les téléphones, les voitures, tout. Le continent africain, c'est 40% des réserves mondiales d'or. Mais au Sénégal, où il y a de l'or, même les artisans ne savent pas là où va l'or du Sénégal. Cette année encore, ils sont en train de demander à l'État, mais nous, où est même notre or? Finalement, pour qu'ils fassent des bijoux sénégalais, ils vont encore prendre l'or en Chine ou en Malaisie. Ils oublient. Au Mali, les Maliens ne savent pas que l'or qui est là-bas, le Mali est le 3e producteur d'or africain. Le Mali est 11e producteur mondial d'or. Mais regardez comment les Maliens vivent. Le continent africain a 30% des réserves mondiales de bauxite et de charbon. Donc en Guinée, regardez là où les Guinéens nagent dans la pauvreté. Puisqu'on vous fait comprendre que les Guinéens, tout comme les autres Africains, en 30 ans, la pauvreté a doublé. En 30 ans. C'est-à-dire que, au lieu de diminuer, ça a plutôt doublé. Le continent africain, c'est 20% de réserves de pétrole. Qu'a-t-on fait de ce pétrole? Ils vous ont dit, oh, il y a eu des chutes de pétrole et tout. Regardez l'Indonésie. L'Indonésie a eu le pétrole vers les années 70-80. Mais l'Indonésie est devenue un paradis. Je ne peux pas demander d'aller regarder le Qatar, d'aller regarder l'Arabie Saoudite, les pays là-bas du Golfe, qui ont profité du pétrole. Mais en Afrique, le pétrole est une malédiction. Mais pourquoi ailleurs, le pétrole est une bénédiction et en Afrique francophone, c'est une malédiction? Mais je ne comprends pas. Puisque le pétrole rapporte dans le PIB, à quel moment le pétrole est une malédiction, comme a voulu le faire croire Idriss Déby? Le Tchad exploite le pétrole depuis 2003. Et entre 2003 et 2009, Idriss Déby a fait disparaître 9 000 milliards d'argent de pétrole. Et maintenant, il dit, il y a eu chute du prix. Mais les Africains, ils sont des cons. C'est vrai qu'il y a eu une chute, d'abord en 2009, mais la chute a commencé, la véritable chute. Parce qu'il faut savoir que c'est des énergies qui ne sont pas habitables à éternel, qui sont appelées à disparaître ou à être remplacées. Donc quand la chute commence, le pétrole était à 150 $ le baril. Donc, en 2013, la chute commence un tout petit peu. En 2014, c'est là où la chute se fait ressentir. Parce que le baril va à 115 $. Et après, en 2015, le baril ira jusqu'à 98 $. Mais, par la suite, les dirigeants africains n'ont pas eu l'intelligence de diversifier l'économie. Mais non, ils sont restés là. Ils ont continué à mettre dans leur budget, pour le pétrole, le baril, à 150 $. Donc, tous les budgets des États producteurs de pétrole africains, entourés des grands économistes là, qui disent qu'ils ont fait des universités, qui sont des agrégés, ils mettaient 150 ou 130 $. Alors que le pétrole, par la suite, en mai 2015, était déjà descendu à moins de 50 barils, à moins de 50 $ le baril. Comment tu fais donc des prévisions avec tel prix? Tu vas faire, mais c'est pas possible.
Entre-temps, qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'argent du pétrole, quand le pétrole était au plus haut prix? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Sassou Nguesso, le budget du Congo, c'était, ça a toujours été, c'est-à-dire que les exportations du Congo, c'est 90% grâce au pétrole. Le PIB du Congo, c'est 90% le pétrole. Donc quand Sassou Nguesso dit aujourd'hui qu'il va relancer l'économie, mais il n'a pas anticipé. Si on remet à un Belge, à un Suédois, parce que la Suède, la petite Suède, qui est grande comme un mouchoir de poche, dépasse tous les pays francophones. Si on installe un Belge, chef d'État du Congo, vous allez voir, dans le sous-sol du Congo, en dehors du pétrole, il y a le diamant, il y a le l'or, il y a le phosphate, il y a le manganèse, il y a le chrome, il y a le cuivre, il y a le fer. Et d'ailleurs, le continent africain, c'est 15% des réserves mondiales de fer. Est-ce qu'on peut faire des constructions au monde sans le fer? Donc tout ça. Et au-delà de ça, un autre avantage s'est ajouté. Le continent africain aujourd'hui, lorsqu'il y a le gaz qui a été découvert un peu partout, et vous allez vous rendre compte que le gaz torché en Afrique, c'est 40 milliards. Vous vous rendez pas? 40 milliards de litres. Vous vous rendez compte? Par an. Et on ne parvient pas à se développer. On ne parvient à rien faire. Les pays francophones sont toujours des derniers. Voilà le Libéria de George Weah qui est arrivé hier. 14 ans de guerre. Len Johnson a essayé. George Weah à peine arrive et dit les universités sont devenues gratuites. Après, le Libéria va dépasser tous ces pays-là. L'Éthiopie vient d'être un pays affamé. L'Éthiopie dépasse déjà tous les pays francophones. Le Rwanda sort d'une guerre civile qui a fait 800 000 morts. Mais le Rwanda, aujourd'hui, est-ce que le Rwanda a les matières premières comme les pays d'Afrique centrale, comme les pays d'Afrique francophone? Non. C'est donc une incompétence notoire. C'est donc une incapacité, un manque de vision et surtout une mauvaise gouvernance associée à la corruption qui font de l'Afrique ce pays, ce continent raillé, ce continent dernier où on passe le temps à vous dire demain sera meilleur. Demain ne sera pas meilleur. Si nous continuons à faire confiance à ces bandes de voyous, à ces bandes de chrétiens, à ces bandes d'assassins, ils n'ont rien à voir avec nous. Jeunes Africains, c'est à vous de comprendre qu'il faut changer ces dirigeants. Mais quand nous parlons, vous êtes derrière eux parce que vous voulez la sardine et du pain. Parce que vous voulez que vous profitiez des petites miettes de Yadema au Togo. Parce que vous savez que votre place confortable auprès des miettes d'Ali Bongo vous rapporte une sécurité. Parce que vous savez que vous êtes de l'ethnie de Déby. Parce que vous voulez que le couillon des services qu'on appelle Alpha Condé, qu'il soit là. Vous nous dites, regardez Angela Merkel dure au pouvoir, mais regardez Angela Merkel, comment est l'Allemagne. Regardez les pays africains. Chaque fois, bonne année. Mais que des morts.
que des guerres, que des misères. Et quand je regarde l'avenir, je vois des éclairs de tonnerre. Je vois le ciel s'assombrir. Je vois des vagues de nuages, comme le déluge. Je vois les ténèbres inextricables. Je vois le noir de l'enfer qui se dessine. Je vois le diable. Je vois le cataclysme, l'abîme, l'apocalypse. Voilà l'Afrique. Mais, parce que c'est nous qui devons décider de notre avenir. Parce que nous ne devons pas accepter la résignation, la domination, la recolonisation. Nous devons dire non. Non à nos dirigeants. Non aux nouveaux colons. Non à ceux qui nous ruinent. Non à ceux qui nous tuent. Non à la désunion. Nous devons dire oui à la fusion. Oui à la cohésion. Non aux panafricains, mais oui aux panafricanistes. L'Afrique, c'est 54 États, 166 frontières. On a appris à nous diviser. Nous devons apprendre à nous unir. Désormais, les frontières sont les cicatrices de l'histoire et de la colonisation. Mais nous formons un. Il y a l'Union européenne, il y a les États-Unis, il y a la solidarité parmi ces peuples. Mais en Afrique, on a instauré le tribalisme, le clanisme, le régionalisme pour nous diviser. Gabonais, Camerounais, Ivoiriens, Sénégalais, Congolais, Burundais, tout le monde, tout Africain a intérêt de dire, comme les gilets jaunes, levons-nous, prenons notre destin en main. Nous avons des gens capables de mieux gérer. Nous avons des matières premières. Nous avons des ressources humaines. Et nous devons chasser les incompétents. Refusons le désespoir. Oui, je vous parlais de ce noir. Mais ce soir, je vois aussi l'espoir. Je vous donne l'espoir. Je vous demande de garder espoir. Mais de prendre votre destin en main. L'espoir que tout doit changer. L'espoir que vous devez profiter de vos matières premières. L'espoir que vous allez manger à votre faim. L'espoir que vos enfants iront à l'école et non passeront le temps à payer les dettes concoctées auprès du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, qui ne sont pas des instruments pour nous aider, mais pour nous piller. L'espoir que nous sommes un peuple debout, comme le peuple français a dit non aux nazis allemands. De cet espoir de Gaulle, moi sans être général, étant seulement soldat du peuple, je vous lance cet appel à la conscientisation et au changement.
cet appel de l'espoir, comme le disait le général de Gaulle, la fin de l'espoir est le commencement de la mort. Merci et bonne année.